En tant qu'ami de l'humanité, j'ai applaudi autant que j'ai pu cette très bonne initiative de revenir ce qu'était l'atmosphère, ce qu'était la situation politique du monde, l'année de la Déclaration des droits de l'homme. Et je crois que plus on s'y prend tôt dans ce domaine, plus on agit bien, parce que les mémoires s'effacent. Et je crois que la déclaration elle-même, on doit la considérer par rapport aux événements. Et se dire que pour certains, elle était comme l'espoir perdu qui revenait après les terribles années des déportations. Pour des gens qui ont souffert moins, et qui étaient les gens de ma génération, eh bien, disons-le, nous sortions de 2 ans de guerre, en ce qui me concerne 2 ans d'armée, et on a vu des choses terribles. Donc là aussi, on avait besoin qu'on nous donne de l'espoir. Je crois qu'il y a 2 mots qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est le mot humanité et c'est le mot vie. Et peut-être que dans le très concret des choses, à tricoter davantage ces 2 grands fils, humanité et vie, chacun avec ses sensibilités, chacun, vous parliez madame, de chacun avec son espoir, ou ses espoirs, son espérance. Il nous a semblé important que les amis de la vie puissent effectivement dire les droits de l'homme ne sont pas d'abord, et c'est le grand danger, une mode, et que sans cesse nous remettions vraiment sur le terrain des engagements, des risques à prendre, des convictions à partager, donc sur le terrain de la vie, cette perspective de la démarche des droits de l'homme. Moi, l'une des choses, j'avais 2 ans lorsque 1948 est arrivé, ce que je retiens en tout cas de 1948, c'est justement que l'espérance, ça se tisse dans le concret de la vie. Ceux et celles qui avaient souffert les années précédentes ont été capables de nous dire voilà les enjeux, et ils nous confient aujourd'hui ce texte. Ces 3 années que nous avons passées entre 45 et 48 étaient animées d'un sentiment d'idéal extraordinaire. La guerre finie, les camps de concentration derrière nous, Auschwitz pesant lourdement, Hiroshima pesant lourdement. Mais Franklin Roosevelt avait lancé une idée originale, novatrice, première dans l'histoire des sociétés, de vouloir faire une organisation qui soit mondiale, les nations toutes unies, et qui soit chargée non pas seulement d'empêcher la guerre et de maintenir la paix, non pas seulement de susciter du développement économique et social, mais d'insister sur la personne humaine et ses droits inaliénables. Et les droits de l'homme étaient la matrice de cette nouvelle organisation. Elle aurait dû le rester. Nous allons voir jusqu'à quel point cet idéal ne s'est pas encore accompli, mais de pouvoir lancer dans le monde, à la suite de cette guerre épouvantable, un programme qui était celui de réaliser les droits de l'homme, les droits civiques, politiques, économiques, sociaux, culturels, c'était une formidable audace, une formidable ambition. Nous avons besoin aujourd'hui de retrouver de l'audace et de l'ambition. Je ne suis pas sûr qu'on y soit déjà prêt, mais ça va venir. Donc, au bout de ces 3 ans, nous étions là. Et on se disait, est-ce que les 54 États membres des Nations Unies, réunis pour la première fois à Paris en Assemblée Générale, dans la salle du Palais de Chaillot, et que Andrew Cordier énumérait les noms des pays qui, l'un après l'autre, devaient dire soit oui, soit non, soit abstention. Et nous étions là, on se disait, est-ce qu'il y en a un qui va avoir le culot de dire non? Eh bien, non. Personne n'a dit non. La Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par consensus et existait depuis lors, existe encore aujourd'hui, 60 ans après, comme un monument. Je voudrais dire en quoi ce monument est particulier, en quoi il nous concerne tous et encore aujourd'hui. D'abord,
pour la première fois, on donnait à cette notion un sens non pas local, non pas pour un pays, non pas pour la France, ou pour l'Angleterre, ou pour les États-Unis, mais pour le monde entier. C'est-à-dire que la responsabilité du respect de ces droits émanait de la coopération entre toutes les nations unies au sein de l'organisation. Ça, c'est quelque chose de formidable. Se battre ensemble pour faire régner partout les droits de l'homme, c'est tout à fait autre chose que de simplement essayer de mettre de la démocratie chacun dans son pays. Alors n'oublions pas que la déclaration était un programme. Elle indique bien dans son préambule cette déclaration comme un idéal commun à atteindre, non pas atteindre, mais à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Il m'arrive de rencontrer des gens qui disent « Oh ça, c'est un langage occidental ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du tout occidental, c'est universel. Il y en a qui me disent « Oui, mais ça a été fait par des gens qui vivaient bien, et les gens qui vivaient pas bien, qui mouraient de faim, ils n'étaient pas concernés ». Je dis non, ce texte était destiné à relever le niveau de vie de ceux qui, précisément parce qu'ils vivaient en Afrique, parce qu'ils vivaient dans des colonies, n'avaient pas encore pu avoir accès à ces droits et à ces libertés, et c'est ce que le texte demande que soit accompli, et nous avons aujourd'hui, 60 ans après, la responsabilité de continuer à nous battre, chacune et chacun, pour que ces droits ne soient pas simplement proclamés, mais qu'ils soient effectivement et universellement réalisés. C'est certain que nous venons de vivre 8 années parmi les plus mauvaises de cette dernière période de l'existence de notre société. 8 années qui ont été marquées, hélas, par la présidence aux États-Unis d'un homme qui n'a aucun respect personnel, ni pour l'intelligence, ni pour le droit, et qui n'aime que la puissance. Et il faut bien reconnaître aussi que c'est une période où il y a eu un recul, un ralentissement de ce qui a été, à mon avis, la plus grande conquête de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la construction de l'Europe. C'est un point qu'il ne faut jamais perdre de vue, car si j'ai pu dire que le tableau était affligeant, c'est parce que quand on a envie que les choses tournent vite et tournent bien, on est malheureux de voir que dans le monde des années 2000 à 2008, il y a eu encore des conflits, encore de graves violations des droits de l'homme du côté de la plupart des pays qui auraient dû se développer de façon plus démocratique, mais il ne faut pas sous-estimer les progrès qui ont été faits. Et je tire mon optimisme, auquel je ne veux en aucun cas renoncer jusqu'à mon dernier souffle. Il y a des choses qui se sont faites. Il y a eu la décolonisation des grands empires occidentaux. Il y a eu la décolonisation de l'Empire soviétique. Il y a eu la construction de l'Europe. Il y a eu la fin de l'apartheid. Il y a eu une commission des droits de l'homme qui a bien progressé dans un certain nombre de domaines très concrets où des étapes ont été accomplies pour les disparus, pour les détentions arbitraires. Il y a du progrès, mais il y a des moments plus ou moins satisfaisants et d'autres attristants. Il y en a dans chaque pays. Ce qui est arrivé à ce pays dans lequel nous tenons cette belle réunion est pour moi affligeant, car nous avons élu un président qui n'a pas vraiment tenu du tout les promesses qu'il avait faites de s'engager très fort sur les droits de l'homme. La façon dont il a par exemple traité les problèmes de l'immigration en France est proprement scandaleuse. Il faut le dire, il faut protester. Donc,
si nous avons d'un côté un George Bush et de l'autre un Nicolas Sarkozy, c'est pas forcément autre chose qu'affligeant. Mais mon affliction la plus lourde, et qui malheureusement a été étayée par plusieurs voyages là-bas, c'est que 1948 n'est pas seulement l'année de l'adoption de la proclamation de la Déclaration universelle. C'est aussi l'année de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire d'un pas en avant que nous, génération de 1945, considérions comme essentiel, ayant connu la Shoah, ayant connu les horreurs des camps d'Auschwitz et de Treblinka, nous disions il faut enfin que les Juifs aient un État. Et nous avons applaudi à la création de l'État d'Israël. Mais nous n'avons pas compris tout de suite que malheureusement cet État allait s'engager dans une relation avec ses voisins, avec ceux qui l'avaient largement dépossédé de leur village et de leur terre. C'est ce qu'on appelle du côté arabe la Nakba, que cet État n'avait pas réussi à trouver au cours des 40 années successives la possibilité d'engager avec ses voisins arabes la négociation, le respect de leurs droits et le respect d'un peuple qui a besoin, comme tous les peuples, d'un État. Donc là aussi, mon affliction s'est manifestée, et s'est manifestée par des voyages. Le dernier remonte à un peu plus d'1 mois, et j'ai été à Gaza, et aujourd'hui j'apprends que Gaza est coupé de tout et qu'on ne peut plus y vivre de manière normale. C'est scandaleux. Donc, si je suis en effet affligé, et si je l'ai dit, comme vous le rappelez, c'est que je pense que nous avons maintenant des responsabilités fortes. Nous ne pouvons pas continuer à laisser violer impunément, sans aucune sanction, les droits de l'homme par des États qui se veulent démocratiques et des États qui ont à porter leur histoire dans le sens d'une évolution conforme au programme que nous avons porté ensemble en 1948 avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci.